Bienvenue, mesdames et messieurs, dans le débrief du débat de la présidentielle en direct de Djibouti, d'où nous émettons en ce moment Djibouti, qui est en plein processus électoral et qui tient sa présidentielle le 9 avril 2021. Aucun développement n'est possible sans infrastructures. Djibouti l'a-t-il compris? Eh bien, nous allons aborder cette question au regard des éléments de réponse évoqués dans le débat de la présidentielle qui portait justement sur les infrastructures. Et pour faire ce débrief, ce décryptage, trois invités. Avec moi, Acha Abdillahi Ahmed, vous êtes maître de conférence à l'université de Djibouti, spécialiste en transport et port. Vous êtes par ailleurs doyenne de l'IUT à l'université de Djibouti. Merci à vous. Merci D'avoir accepté notre invitation. Mohamed Ibrahim Hassan, vous êtes, maître de conférence, spécialiste de droit public à l'université de Djibouti également. Merci à vous. Merci. Et avec moi, l'éditorialiste Jean-Marie Bitomo. Merci. Merci Richard, bonjour à tous nos également téléspectateurs. de vous être joint à moi pour cette émission. Alors, nous l'avons vu, ce débat intéressant qui vient d'être animé par Babylas Botton et qui, au fond, se structure autour de trois points essentiels qu'on peut retenir. La première question, du moins le premier point, c'est: y a-t-il des infrastructures suffisantes à Djibouti qui portent son économie? Deuxième point, si oui, quelle gestion en fait-on? Est-on d'accord sur la gestion qui en est faite? Et troisième point, qui découle des deux premiers, étant donné que ces infrastructures sont construites avec l'argent de la dette, où en sommes-nous aujourd'hui par rapport à la question de la dette? Est-elle encore soutenable? Est-ce qu'on peut, on est aujourd'hui en situation d'éviter que le poids de la dette ne pèse sur les générations à venir? Voilà les trois points autour desquels nous allons structurer notre analyse. Mais je commence quand même par une petite anecdote que me racontait dans une émission précédente l'anthropologue djiboutien Idriss Youssouf Elmi. Il me disait, lorsqu'en 1999, le président Ismaël Omar Guelleh prenait le pouvoir, il nous a dit à nous, un petit comité d'enseignants, je veux en 2000, c'est-à-dire l'année prochaine, une université à Djibouti. On lui a répondu, Monsieur le Président, on n'a pas d'enseignants suffisants pour animer une université. Il dit, je veux une université en 2000 à Djibouti. Et ça a été fait. Quand on sait aujourd'hui que vous êtes passé avec un port de 2000 mètres de quai et un terminal à 7000 mètres de quai et 7 terminaux, peut-on dire que le président a eu la même vision que par rapport à l'université? C'est à vous que je vous pose d'abord la question très rapidement. Je vous remercie pour votre question et déjà je vous remercie pour votre invitation. Je salue les téléspectateurs d'Africa 24 qui nous regardent ici ou d'ailleurs. La volonté politique a été très claire et aujourd'hui je pense qu'on a assez des ports qui répondent à des critères. Je lisais l'intitulé de l'émission qui dit on est passé d'un vieux port au troisième en Afrique. C'est ça, après Tanger et Durban. Et donc pour un pays comme le nôtre qui est indépendant depuis 1977, et comme vous dites, la vision a été dictée et je pense que le schéma a été parcouru. Et je pense que le résultat est là et derrière, comme vous avez dit, d'autres questions, nous en avons reparlé. Des débats, bien sûr, existent autour de différentes questions que vous avez soulevées, mais l'essentiel est là. Aujourd'hui, ça appartient aux Djiboutiens et surtout aux jeunes Djiboutiens que nous sommes là. Et j'espère qu'on ira encore plus loin et répondre aux défis qui nous attendent, de la mondialisation et d'autres. Très bien. Madame Acha Abdillahi Ahmed, vous êtes maître de conférence spécialiste en transport et port. Vous avez suivi le débat, notamment les éléments de réponse évoqués par M. Aboubakar Omar Hadi, qui est le président de l'autorité des ports et des zones franches aujourd'hui, et qui a décrit, si on veut, le processus par lequel vous êtes passé d'un vieux port, ou du moins de ce qu'il a appelé un port de ravitaillement, de chargement, déchargement, au troisième port de l'Afrique aujourd'hui. Quels ont été les éléments facilitateurs, selon vous, de cette métamorphose en ce qui concerne le port de Djibouti? Bonjour tout le monde. Donc, je voudrais juste apporter des éclaircissements, surtout sur la question des infrastructures. Oui. Donc, notre économie djiboutienne a un marché domestique très étroit. On a un secteur industriel faiblement développé et il est indéniable. Le pays compte beaucoup sur les activités portuaires et ses auxiliaires, y compris les zones franches.
si je vais juste vous donner d'abord des explications pourquoi le port de Djibouti a pu investir autant. Oui. Pourquoi la République de Djibouti a pu investir autant sur le secteur portuaire, notamment le secteur portuaire et ses auxiliaires, y compris les zones franches. Donc si on regarde les transports maritimes internationaux, c'est une industrie en pleine mutation depuis 3 décennies. Donc le port, qui est le premier client d'un port? Le client d'un port, c'est l'armateur. Ce sont les propriétaires des gros navires qui transportent 18 000 conteneurs. Ce sont des acteurs puissants, internationaux, qui font une course au gigantisme, qui massifient leur trafic pour réaliser des objectifs d'économie d'échelle. Et ces armateurs cherchent des ports pour atteindre les objectifs, donc de coûts portuaires bas, des infrastructures ultramodernes de qualité, parce que ces armateurs eux-mêmes ont une pression de la part de leurs clients. C'est le client des clients. Qui sont-ils ces clients? Ce sont des chargeurs comme Microsoft, comme Walmart, c'est des gros chargeurs. C'est des gros expéditeurs, importateurs, exportateurs qui sont partout dans le monde. Aujourd'hui, peut-être la petite poupée fabriquée en Chine peut être vendue en même temps dans toutes les boutiques, que ce soit aux États-Unis, en Australie et à Djibouti. Grâce au transport. Par exemple, un téléphone iPhone design donc, en Californie, fabriqué en Chine, peut être lancé à travers le monde. Donc, il y a une globalisation de l'économie. Et du commerce mondial. Et du commerce mondial. Donc, quelles sont les réponses stratégiques qu'un port peut avoir? Et à l'instar de tous les ports du monde, Djibouti a apporté ces réponses stratégiques à travers le développement de ces infrastructures. Et pour pouvoir être à la hauteur de ces infrastructures, la participation du secteur privé est un acteur incontournable. Donc, on parle beaucoup du partenariat public-privé. Donc, il y a plusieurs manières de participer à ces capitales. Ça peut être juste une participation du capital, ça peut être les concessions. Bref, les investissements du secteur privé, on en a besoin. Effectivement, ce que vous évoquez là est en parfait accord avec ce que disait Aboubacar Omar Hardy, qui est le président de l'autorité des ports et des zones franches dans votre pays. Jean-Marie Bitomo, très rapidement. On a vu dans le débat un peu l'évolution des infrastructures portuaires dans ce pays Djibouti. En 1999, c'est-à-dire lorsque le président Ismaël Omar Guelleh prenait le pouvoir, enfin, encore un autre élément historique, une autre référence historique, le port n'avait que 800 employés. Aujourd'hui, comme l'a dit le président de l'autorité portuaire, on a 6500 employés. Puis on a vu dans l'affrontement verbal entre lui et le député de l'opposition, il y a 2 approches qui s'affrontent. Le député pense qu'on ne crée pas assez d'emplois et le président de l'autorité des ports, qui a une vision libérale de la gestion d'un port axé sur la rentabilité, la compétitivité, dit il ne suffit pas de créer des emplois en porte-pièce, il faut d'abord moderniser et rendre plus efficaces et compétitifs les ports. Comment se situe-t-on par rapport à ces 2 approches? Ce sont 2 approches qui sont assez complémentaires quelque part. Si on reste d'un seul côté, on va se dire, on gardera sa position en se disant tout simplement que l'État n'embauche pas suffisamment. Ma collègue de plateau tout à l'heure vient de citer quelque chose qui est important, à savoir l'investissement du privé. Mais avant, si vous voulez de développer un peu, Richard, je vous dirais que Djibouti, là où Djibouti est placé, les gens ne voient pas les choses de l'intérieur. Tout simplement, pourquoi? Parce que les gens se focalisent sur une analyse, de mon point de vue, qui est plutôt une analyse microéconomique. Il faut regarder Djibouti, c'est-à-dire par rapport à sa position. Quand on parle des infrastructures à Djibouti, il n'y a pas uniquement que les ports. Moi, j'ai eu à discuter avec des acteurs économiques de ce pays, où on me dit que Djibouti, si vous voulez, a 8 câbles sous-marins. On rentre dans le domaine du numérique. Elle nous parlait là tout à l'heure, comment dirais-je, des ports. Donc, dans ces conditions-là, est-ce que vous connaissez beaucoup de pays en Afrique qui ont, si vous voulez, 8 câbles sous-marins pour pouvoir alimenter l'Afrique? Donc ça, c'est un investissement. Dans un second temps, on vient sur les ports.
Troisième variable importante, on a le chemin de fer qui a été construit. Ce chemin de fer-là est un outil d'industrialisation. Oui, voilà. Les autres Donc, composantes des infrastructures, elles sont d'abord sur la question du port, notamment sur ces approches. Faut-il effectivement, eu égard aux besoins de la population en termes d'emploi, faire du port le principal créateur, pourvoyeur d'emploi, ou bien faut-il rester fidèle à l'approche du président de l'autorité des ports qui dit « moi, je veux rendre les ports compétitifs et rentables, et pour cela, j'ai besoin d'une gestion plus rigoureuse ». Quelle est votre approche? Vous vous situez comment? Avant de répondre à votre question, que vous venez de poser, je voulais d'abord rebondir sur ce que avait dit le président de l'autorité du port Djibouti. Il a rappelé juste, je résume très rapidement, dit qu'on a, en parlant du président IOG, en disant qu'on a compris une chose, c'est que nous sommes sur un axe vital du commerce mondial et on a vu qu'on avait une opportunité à saisir et à ce moment-là, il fallait investir et pour cela, on a engagé des partenariats avec des pays étrangers, comme on parle de dettes chinoises. Je ne pense pas que c'est le seul pays qui nous a aidés. Et il a rappelé que le port de Tadjoura a été construit par le fonds arabe. Donc on a fait appel à des gens qu'on a estimés qui pouvaient nous aider, dont on a estimé que des amis. Et il a dit qu'on a développé nos ports, on a passé de 800 à 6500 emplois à 10 ans. Direct. Voilà, des emplois directs. Moi je pense que la question de l'emploi de toute la République de Djibouti ne peut pas être seulement traitée par le port. Je pense que cette question de l'emploi et du chômage est légitime. Les députés de l'opposition étaient dans son rôle de rappeler les attentes de la population, de la jeunesse djiboutienne qui peut-être sont formés et attendent aujourd'hui une réponse. Mais est-ce que c'est les ports des Djibouti peuvent-ils absorber tous les chômages? Et je pense que c'est là qu'il faut avoir une vision plus globale, qu'il ne faut pas uniquement s'arrêter au port. Le port a bien évidemment, s'il a fait de 800, on a fait à 6500, on peut aller au-delà, on peut aller plus loin, mais il ne faut pas négliger toutes les activités qui tournent autour, qui sont les transits, les chemins de fer, les zones franches, les PME. Il faut encourager et surtout former, c'est-à-dire quand je dis former, il a parlé des expertises djiboutiennes actuelles, mais moi je viens de l'université, donc je pense tout de suite à la formation, c'est-à-dire à l'université, nous devons quitter, nous avons commencé, la doyenne elle est là, sa faculté on fait des formations professionnalisantes, c'est-à-dire que tourner vers notre pôle stratégique qui est les ports aujourd'hui, les poumons économiques. M. Abdillahi et Adaoué Siga a rappelé effectivement que ce qu'il faut d'abord saluer, c'est la qualité des ressources humaines de Djibouti. Ce sont les Djiboutiens qui font vivre et qui animent le fonctionnement, qui font fonctionner ces ports qui sont devenus aujourd'hui modernes dans votre pays. La question, Madame Acha Abdillahi Ahmed, c'est quel regard portez-vous sur la gestion qui en est faite? Est-ce que ces infrastructures portuaires sont aujourd'hui au regard, en tout cas du point de vue de la spécialiste que vous êtes, sont bien gérées? Oui, je vais revenir sur cette question. Je voulais juste apporter un complément par rapport à l'absorption du chômage. Quand on parle du secteur portuaire, c'est une industrie à haute intensité capitalistique. Donc tous ces grues, ces quais ont fait l'objet des investissements trop élevés et qui ne sont pas capables à 100% d'absorber tous ces chômages. Au-delà du port, c'est les activités qui créent de la valeur ajoutée comme des zones franches ou ce qu'on appelle inland container depot, des infrastructures de dépôt de conteneurs, par exemple, qui créent de l'emploi. C'est ça. Pour la gestion, donc je reviens, oui. Est-ce que les infrastructures portuaires sont bien gérées? Sont bien gérées puisque la question s'est posée dans le débat et comme je l'ai dit, demandé à Jean-Marie Bitomo, le président de l'autorité des ports estime effectivement que la gestion qui doit être faite doit être rigoureuse et orientée vers la compétitivité et la rentabilité, quand le député pense que non, il faut créer plus d'emplois pour faire vivre les Djiboutiens qui sont au chômage. Je pense... Quelle approche privilégiez-vous? Les différentes approches de gouvernance, Djibouti a...
Djibouti a essayé plusieurs approches. Djibouti a essayé le contrat de management, Djibouti a essayé le contrat de concession, Djibouti a essayé la gestion de son port en tant qu'entité nationale, dirigée par des Djiboutiens. Et je pense que la performance ne fait que s'améliorer. Donc ce qui compte, c'est les hommes et les femmes qui gèrent, que ce soit des Chinois, des Singapouriens ou des Djiboutiens. Aujourd'hui, le management est à son niveau de performance. Donc pour la création d'emplois, je reviens dessus, le port en lui-même ne peut pas créer autant d'emplois. Aujourd'hui, si on regarde donc, au niveau de la mutation du transport maritime, il y a la digitalisation, il y a la containerisation. On est obligé d'utiliser des infrastructures hard, mais également tout ce qui est nouvelles technologies soft. Et logiquement, ces nouvelles technologies vont avoir plus besoin des managers que des personnes faiblement qualifiées. Par contre, ce chômage peut être absorbé par la création des entreprises, par exemple des industries minières périphériques au sein des zones franches. Et je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Oui. Par exemple, le port de Damerjoog, des petites industries se sont en train de créer. Et il faut surtout motiver et promouvoir les investissements des acteurs privés dans ces zones franches. Si vous permettez, juste compléter un peu. Moi, je pense que c'est la question qui peut-être est un peu, je dirais pas mal posée, mais parce que quand on pose la question de l'emploi seulement au port, oui. Je pense que c'est la question qui est mal posée. Parce Vous que pensez la question... que le député, en évoquant la question de l'emploi, ne l'a pas... Non, quand le député a posé une question, de mon point de vue, qui est légitime, que tous les Djiboutiens se posent. Oui. C'est-à-dire qu'on est au chômage... Puisque vous dites que le port, c'est le poumon de l'économie djiboutienne, nous voulons avoir suffisamment d'emplois au port. Mais là est la question, c'est-à-dire que cette question d'absorber le chômage se pose à l'État. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement le port qui doit répondre, qui doit absorber tous les chômages djiboutiens. C'est-à-dire que c'est à l'État de diversifier l'économie. Et c'est là qu'intervient absolument. Le port doit prendre sa part. Mais c'est pas, moi je pense que ce serait démagogique de dire que voilà, on a des ports, tous les gens vont aller travailler au port. Absolument, il faut diversifier. Chers collègues, que je voulais aborder tout à l'heure avec Richard, à savoir que, vous savez, nous sommes dans une industrie, notre collègue doyen de l'université l'a souligné aujourd'hui, nous sommes dans une industrie intensivement capitalistique et vous avez la compétition internationale qui fait en sorte que non, je parle d'abord international, ensuite je vais descendre au niveau régional qui font en sorte que il faut que les ports de Djibouti soient compétitifs par rapport, comment dirais-je, à l'environnement concurrentiel international. Donc, à partir de là, si Djibouti peut tirer un avantage concurrentiel par rapport à ce passage qui est stratégique aussi, ça, je suis tout à fait d'accord. Donc, à partir de là, on ne va pas seulement embaucher des gens en oubliant la rentabilité qui est nécessaire parce que les gens qui investissent à Djibouti attendent ce qu'on appelle un retour sur investissement. Oui. Donc, à partir de là, il faut un équilibre. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit au départ que les deux sont conciliables, mais maintenant, il faut aller vers la compétitivité internationale. En matière d'infrastructure, on l'a vu, il n'y a pas que le port, il y a aussi le réseau routier et le réseau ferroviaire. Nous reviendrons effectivement sur ces composantes des infrastructures ici à Djibouti et notamment sur la difficile question de la dette. Mais ce sera après une courte pause. À tout de suite. Deuxième et dernière partie du débrief du débat de la présidentielle ici à Djibouti, d'où nous émettons en direct. Je suis toujours en compagnie de mes trois invités. Madame Acha Abdillahi Ahmed, maître de conférence, êtes-vous à l'université de Djibouti, spécialiste en transport et port. Nous avons parlé de port dans cette émission. Mohamed Ibrahim Hassan, maître de conférence, spécialiste en droit public, est également avec moi, de même que Jean-Marie Bitomo, éditorialiste. Nous avons assisté à une bataille de chiffres dans la première partie, dans le débat que nous avons suivi sur la présidentielle ici à Djibouti, mais l'inquiétude soulevée par le député qui était dans le débat, c'était surtout la question de la dette. Et il évoque un chiffre.
Selon lui, Djibouti aurait emprunté 14 milliards de dollars de la Chine pour construire l'essentiel de ces infrastructures. Et aujourd'hui, il évoque la question de la peur jaune. Il dit, nous avons peur de tomber sous l'escarcelle de la Chine. Très rapidement, est-ce que c'est une peur fondée? Bon, si c'est moi que vous posez la question, je pense qu'il faut être vigilant. Il faut être, le député de l'opposition est de son rôle d'être vigilant en tant que député, mais en tant qu'opposant. Il faut être vigilant, mais il ne dit pas tout. Ce n'est pas uniquement la Chine. Moi, je ne sais pas pourquoi on parle uniquement de la Chine, mais le président des autorités de port a rappelé que les dettes qu'on a empruntées, c'est les fonds saoudiens pour les fonds arabes pour le port de Tadjoura. Mais la peur plutôt, est-elle fondée? Les inquiétudes sont là. Les questions sont posées, peut-être par méconnaissance de la réalité, peut-être à tort, mais il faut rester vigilant sur ces points. Nous sommes tout à fait d'accord avec les députés de l'opposition. Mais les chiffres, il faut toujours être prudent aussi. On est dans, comme les syndicats et la police, l'opposition annoncera un chiffre que le président de l'autorité des ports s'est empressé de contester. Voilà, c'est empressé de contester, mais ce qui est intéressant, c'est ça. Au-delà de la question de la nature de la dette, c'est la souveraineté. C'est que votre pays est aussi un pays endetté, comme la plupart des pays dans le monde aujourd'hui. La question ne pose pas par rapport à est-ce qu'il faut s'endetter ou pas, c'est quelle utilisation fait-on de la dette. Cette question, elle a été posée. Excusez-moi, peut-on se développer sans être endetté? Ça, c'est la question à laquelle nous allons la question qu'on pose aussi. Poser dans cette question, Madame Abdillahi Ahmed, très rapidement. Alors, effectivement, nous le savons, il y a 45 pays enclavés dans le monde, 17 sont en Afrique, et Djibouti veut jouer un rôle important, notamment en ce qui concerne les pays enclavés autour de Djibouti, et il s'appuie sur ces ports. Et c'est l'argument principal qu'évoque le président de l'autorité du port. Nous avons une opportunité formidable de développer des infrastructures portuaires. La question c'est, est-ce que la dette utilisée pour construire ces infrastructures est soutenable, reste encore soutenable? Oui, il n'y a pas d'abord, donc il ne faut pas avoir peur de ces dettes. Elle est soutenable pour la simple unique raison, je vais vous donner des exemples. Allez-y. La manutention portuaire est une industrie très rentable. La preuve, depuis des décennies, il y a une multiplication, la naissance des acteurs qui se battent pour gérer les terminaux à conteneurs ou les terminaux spécialisés des ports modernes. Qui ne se battrait pas pour venir gérer le port de Doralé? Parce que tout simplement, nous avons voulu faire gérer par des nationaux. Donc Djibouti offre un réel potentiel pour devenir une plateforme logistique multimodale et elle veut rester leader dans les activités portuaires dans la région. Pour être beaucoup plus compétitif, générer plus de rentabilité, Djibouti ne doit pas rester seulement un port de transit, c'est-à-dire terre, mer ou transbordement navire-navire. Mais on doit maximiser ses potentialités de ces infrastructures portuaires. Utiliser par exemple sa zone franche comme un instrument pour attirer les investisseurs étrangers, promouvoir surtout des réexportations. Mais le marché est réduit. Comment? Le marché local est réduit. Justement, il est réduit, mais on peut réexporter, c'est-à-dire assembler, conditionner et réexporter. Pour cela, on va faire appel à l'environnement des affaires, qui doit être très réactif, efficace et surtout une main-d'œuvre qualifiée disponible. Donc, pour la question de la rentabilité, en face des acteurs, par exemple, de l'industrie des lignes maritimes régulières, qui ont une rentabilité très très faible, l'industrie d'exploitation des terminaux spécialisés est très très rentable et la dette peut être remboursée très facilement si nous restons compétitifs. Il n'y a donc aucun risque de surendettement risque par rapport aux générations futures. Très rapidement, Jean-Marie Bitomo, mais la question de la dette transcende Djibouti, ce n'est pas spécifique, ce n'est pas une question spécifique spécifiquement liée à Djibouti. Faut-il avoir peur de la Chine ou pas? Je veux dire, le député parle de peur. Je veux d'abord revenir sur un volet très très important, Richard. Je veux revenir sur un aspect très important que Madame a souligné tout à l'heure. Vous savez, l'économie internationale, l'économie de l'endettement n'est pas née aujourd'hui. Après, je vous répondrai sur la Chine.
L'économie de l'endettement, c'est une économie, aucun pays au monde s'est développé. On l'oublie aujourd'hui, tout simplement. Pourquoi? Comme je l'ai dit souvent, on est beaucoup plus axé sur le conjoncturel. On oublie le structurel qui construit les structures économiques d'un pays. Donc, aucun pays au monde, je veux vous dire, je peux vous faire l'histoire économique des États-Unis. Vous allez partir à partir, comment dirais-je, des grands agriculteurs américains qui ont favorisé en France. Il y a une banque en France dont les gens ne voient pas souvent l'importance, c'est le Crédit Agricole. C'est-à-dire, l'économie s'est structurée autour de ça. Et dans le cadre de l'endettement est présent. Et cela s'est accéléré, comment dirais-je, à partir de la crise pétrolière de 1974. Dans les années 80, il y a un programme d'ajustement structurel qui est imposé, comment dirais-je, à tous les pays africains en majorité, de l'OPAS. Donc, ce programme d'ajustement structurel est posé. Donc, naît par la suite de ça ce qu'on appelle l'économie de l'endettement international. D'accord? Donc, à partir de là, vous n'avez plus aucun pays dans le monde qui peut pouvoir se dire que je veux financer je veux m'auto-financer dans le cadre de mon développement. C'est impossible. D'autant plus que dès 1946, on nous a posé les grandes institutions qui sont nées à Bretton Woods et tout ce qui s'ensuit à partir de la Banque mondiale et l'OFMI. Oui. Donc, à partir de là, toute l'économie repose... Les principaux pourvoyeurs, donateurs sont surendettés. Ils sont surendettés. Mais les États-Unis vis-à-vis de la Chine, j'entendais nos collègues, je veux finir, s'il vous plaît. À plus de 100% de son j'entendais notre collègue parler, si vous voulez, du taux d'endettement, si vous voulez, des Djibouti. Vous nous parlez de 67%, c'est-à-dire 67%, c'est rien. Prenez le taux d'endettement, les gens ne le voient pas souvent. Est-ce que vous connaissez le taux d'endettement des États-Unis? Il est énorme, il est au-dessus de 100, c'est-à-dire tous les pays. Et on a essayé, si vous voulez, Richard, faire comprendre aux gens, si vous voulez, en abaissant les choses. Par exemple, quand on parle du taux d'endettement du Japon, on nous dit que non, le taux d'endettement des Japonais n'est pas énorme, mais tout simplement pourquoi? Parce que la dette est essentiellement domestique. C'est ça. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui changent, de langage et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est à peu près incompréhensible. En gros, si on résume, avant que vous n'abordiez, vous apportiez vos éléments. Faut-il avoir peur de la Chine? Cette question qui dépasse clairement le seul cadre de la géopolitique, enfin du port et tout. Non, pourquoi avoir peur de la Chine? Nous, les Africains, il faut qu'on soit très clair. Nous avons des besoins, nous voulons nous développer. Y a-t-il des partenaires qui répondent, autre que la Chine? Pour l'instant. Mais cette question n'est pas suffisante au regard de l'analyse du député, député Boulalé. Mais lui, il ne dit pas qu'il faut dégager la Chine. Comment rendre, la question, ce n'est pas seulement comment avoir le partenariat, c'est comment rendre le partenariat réciproquement profitable. C'est ça, la vraie problématique. Absolument. L'erreur qu'on ne doit pas faire, c'est cela. C'est-à-dire, c'est de faire un partenariat qui nous met dans une position de faiblesse, de dépendance. Mais sinon, que ce soit la Chine ou que ce soit un autre État, si nous, on a des partenaires, des pays amis qui veulent contribuer à notre développement, nous ne devons pas hésiter dans notre intérêt. Nous ne devons pas rentrer dans cette guerre. Nous sommes, la Chine a un projet pour l'Afrique. Comme d'ailleurs votre pays l'a fait en ce qui concerne le corridor routier de 112 km qui relie la ville de Tajoura à absolument. Ce qui doit compter, c'est l'intérêt de nos concitoyens. En Éthiopie, grâce notamment au fonds cohésien. Le débat de la dette agite en ce moment à l'Assemblée nationale française. Mais vous pensez effectivement que... La Chine ne fait pas peur. Moi, personnellement, la question n'est pas là pour moi. Que ce soit un Chinois ou que ce soit un Indien ou un Djiboutien ou un Africain, si c'est lui qui permet aux Djiboutiens, à la République de Djibouti de se développer, aux Djiboutiens d'avoir un travail, voilà mon partenaire. Moi, c'est comme le Rwanda, je vous dirais. Moi, je ne veux pas chercher qui me donne l'argent. Moi, j'investis. Le plus important, c'est que mon pays soit développé. La Chine, c'est un partenaire comme un autre. Madame importante par rapport au partenariat avec la Chine, c'est d'avoir une stratégie win-win, de veiller vraiment à ce qu'il y ait des transferts de compétences. Le transfert, pour l'instant, oui. D'ailleurs, justement, la Chine... Ce n'est pas encore tout à fait le cas parce que la Chine a une pratique qui n'est pas seulement liée à Djibouti, c'est que le transfert de technologie, ce n'est pas encore effectif. La Chine se déplace avec ses entreprises, mais parfois même ses ouvriers. Pouvons-nous jouer égal à égal avec la Chine? Il faut être aussi honnête et réaliste. Pouvons-nous jouer égal à égal avec une puissance économique? C'est-à-dire, nous sommes demandeurs.
la Chine nous offre. C'est Ben, à nous d'être... La Chine est profiteuse aussi. Oui, non, Vous aurez justement, l'occasion- c'est ce qu'il faut éviter. c'est Chers que collègues, on j'aurai soit- l'occasion de ouais, vous répondre sur d'accord, ça. c'est qu'il faut. Vous savez, la Chine a plus besoin de Djibouti que Mais bien sûr. Pour l'instant, voilà. Bien notre sûr. pays- absolument. Voilà. C'est cela qu'on doit nous exploiter. C'est-à-dire que nous ne devons pas nous leurrer. Nous avons besoin des financements des Chinois. Les Occidentaux roulent le tapis rouge pour les Chinois, mais nous, ils nous reprochent de faire la même chose, Chers ou sinon collègues. d'essayer d'en profiter. Nous devons être vigilants. C'est pour cela que tout à l'heure, je parlais, est-ce qu'il faut-il avoir peur? Faut rester vigilant, c'est-à-dire qu'en face, nous devons faire en sorte à ce que comment faire au maximum, c'est que les Chinois viennent de profiter des opportunités que la Chine nous offre. Jean-Marie Voilà. Bitomo, il évoque un point qu'il Très faut important, clarifier. justement. Effectivement, Et je il veux- ne faut certes pas avoir peur, mais il ne faut pas perdre de vue que ces soi-disant puissances ont autant besoin de nous que nous avons besoin d'elles, si ce n'est même moins. Merci, Richard. Plus, pardon. Comme tu le sais, souvent à l'antenne, je me dis, c'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi les Africains, nous positionnons toujours dans une position d'infériorité. D'accord? Quand j'entends, on dit qu'on a besoin de la Chine. La Chine a besoin Oui, de je- l'Afrique. il a précisé quand même le cadre. Non, non, Il a- oui, attendez, on est déjà, d'accord, jusqu'au c'est bout. Je suis mais d'accord quand avec même- vous que c'est réciproque. Mais je veux partir sur une chose, qui est la composition capitalistique d'une structure, d'une entreprise. D'accord? Ça voudrait dire quoi? Quand nous créons des entreprises chez nous, Richard, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai horreur des contrats léonins qui découlent, si vous voulez, de cette coopération-là. Parce que j'en ai dénombré énormément en Afrique. Donc, quand nous, les Africains, nous disons toujours on a besoin de l'extérieur, moi, je me dis, prenons une entreprise qui est une entité capitalistique. D'accord? Comment se fait-il que la plupart du temps, quand on se retrouve là, vous avez toujours la valorisation, si vous voulez, du capital qui est au-dessus de la valorisation des ressources naturelles que nous avons. Alors que sans ces ressources naturelles-là, vous n'investissez pas votre capital nulle part dans le monde. Donc à partir de là, je me dis, j'aimerais bien que les Africains disent que les gens viennent chez nous parce qu'ils ont besoin de nous. Aujourd'hui, c'est l'Afrique qui fait tourner l'économie mondiale en tant que telle. Donc il faut que les Africains, nous soyons sûrs. Tout le temps ainsi. Hein, voilà, il en sera tout le temps ainsi, L'avenir puisque du monde, c'est en nous Afrique. sommes la réserve des ressources naturelles du monde. Pourquoi on dit toujours que nous, on a besoin des autres? Les autres, sans nous, ils ne vivent pas. Il faut que l'Africain, Nous, on c'est-à-dire, peut vivre sorte sans de ce paradigme-là où on est en train de nous dire qu'on a besoin des autres. Allez-y investir vos capitaux ailleurs, en dehors des ressources naturelles. Comment l'économie mondiale va-t-elle tourner dans ce cadre-là? Donc moi, c'est un discours contre lequel je lutte comme tu Mais on le a bien sais. compris hein, ce que Tout à vous fait. vouliez dire. Autre chose pour la dette. La dette serait inquiétante si on empruntait pour consommer. Nous, ça c'est pour investir. C'est pour Et il y aura des C'est très retours. intéressant. Ça, c'est un point très intéressant. Voilà, Retour sur investissement. Parce qu'il y en a qui contractent la dette et qui n'en font pas grand-chose. Si c'est pour payer les salaires et Voilà, c'est ça. Il faut ça serait inquiétant. investir. Mais là, il y a retour sur investissement. C'est les ports qui doivent s'y porter. Mais je répète qu'il faut qu'on reste vigilant sur ce point. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Absolument. Ne faisons pas comme s'il n'y avait que le port à Djibouti. Et Djibouti, c'est aussi des axes routiers, c'est aussi des corridors routiers entre les géants éthiopiens et avec le géant éthiopien. Et pardon, vous avez aujourd'hui le corridor routier donc, qui quitte Tajura et pour regagner Mekele à Djibouti, en Éthiopie, dans la région du Tigré. Et puis le corridor routier, Djibouti, la capitale, et Addis Abeba. Vous êtes spécialiste en transport et port. On nous apprend, les études montrent qu'il y a au moins 800 camions au quotidien sur les axes routiers et Djibouti, Éthiopie. Et là encore, on va vite rentrer dans l'investissement consenti pour construire ces infrastructures routières et ferroviaires. Je rappelle aussi la voie ferroviaire de 800 km qui lie votre pays au géant éthiopien également. Est-ce que là aussi, il s'agit d'investissements productifs qui vont être rentables dans les années qui viennent, les années qui viennent? Exactement. Donc, quand on parle, par exemple, de réponse stratégique d'un port, ce n'est pas uniquement des infrastructures ultramodernes, des grues ou un positionnement géostratégique, mais on doit également s'intégrer à des chaînes logistiques globales. Et quand on parle de chaînes logistiques globales, le critère d'interconnexion, il faut que ces ports soient liés au train, à la route, à l'avion également. Il faut qu'il y ait une intermodalité terre, mer, air. Et ça, c'est vraiment la position de Djibouti.
Et tous ces investissements au niveau donc, des interconnexions routes, rails sont justifiés parce que le port ne peut pas être un élément intégral d'une chaîne logistique globale s'il n'est pas connecté avec ses arrière-pays et ses avant-pays. Si je reviens sur la Chine a choisi Djibouti pour que ça devienne la porte d'entrée maritime pour pouvoir acheminer ses marchandises vers l'Afrique et en provenance de la Chine. Donc c'est pour ces raisons-là, il n'y a pas que le port, mais il y a toutes ces interconnexions qui l'intéressent également. On a bien compris finalement. C'est un des seuls ports de la région qui dispose des atouts d'interconnexion aussi modernes. Et de compétitivité, tel que vous l'avez rappelé dans cette émission. Très rapidement, Jean-Marie Vito. Moi, si vous voulez, moi je conclurai en disant tout simplement que Djibouti a un avantage concurrentiel compétitif naturel. Oui. Et il faut que Djibouti s'appuie sur ces avantages-là qui sont divers, elle vient de parler là tout à l'heure, comment dirais de l'intermodalité. Donc ça vient compléter, ça vient rebooster l'économie, tout simplement, l'interconnectivité ou l'intermodalité. C'est-à-dire, ça vient rebooster l'économie en tant que telle. Mais je voudrais revenir sur une chose très très importante dont on parlait là tout de suite, là, Richard, c'est que la survalorisation du capital et la sous-valorisation de nos ressources, de nos matières premières, c'est ce que tu as abordé là tout à l'heure, à savoir que c'est une philosophie dont il faudra que les Africains effacent cette philosophie-là, qu'on a toujours besoin de l'extérieur et que l'extérieur, c'est eux qui nous apportent ce dont nous avons besoin, alors que nous leur apportons 10 fois plus que ce qu'ils nous apportent. Sans tomber dans l'autosatisfaction, qu'est-ce qui reste comme défi à relever ? Bon, c'est sur cela que je voulais conclure. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous devons avoir, malheureusement, cette question n'a pas été évoquée dans les débats que nous avons suivis tout à l'heure, c'est la concurrence régionale qu'il ne faut pas négliger. Aujourd'hui, nous avons de l'avance. Les présidents des autorités du port, dans une autre intervention, disaient sur 10, ils disaient 10-20 ans, nous avons de l'avance sur eux. Mais c'est peu s'ils décident d'investir en masse, massivement dans leur port et que nous restons sur nos lauriers, c'est-à-dire nous nous contentons de faire ce que nous faisons actuellement. Nous devons être conscients de cela et faire en sorte à ce que nous maintenons l'écart qu'il y a en investissant en menant des investissements qu'il faut. Deuxième chose, c'est que souvent on a tendance à dire, peut-être à tort ou à raison, que Djibouti c'est un port de l'Éthiopie. Et aujourd'hui, avec le COMESA, nous devons aller plus loin, c'est-à-dire l'Éthiopie c'est notre premier partenaire. Il y a une intégration régionale qui est très très importante pour la région. Pour d'autres questions que seulement économiques, c'est très important, mais il faut que nos décideurs politiques aient une vision plus globale, c'est-à-dire que nous visons le marché du COMESA, qui est 21 États, qui n'est pas négligeable. Et donc, qu'on vise la région de par cette opportunité que nous avons, et que le port ne soit pas uniquement une question... La compétitivité... sous-régional et international. En fait, rapidement, les atouts stratégiques ou les avantages comparatifs de Djibouti sont indéniables. Mais le défi principal, c'est de traduire leur valorisation sociale dans le cadre d'une stratégie de croissance inclusive. Réduire la pauvreté, les inégalités multiformes. Donc, en termes de création d'emplois, il faut mettre à la disposition de ces entreprises présentes, nationales, internationales, avec un niveau de formation adéquat de ces agents. C'est ça le défi principal qui reste à relever. Formation. C'est ça, adéquation, formation, emploi, diminution de la pauvreté et des inégalités multiformes. Avoir des ressources humaines qualifiées disponibles. Avec des compétences en accord avec vos besoins. Bien sûr. C'est ce que vous nous dites. On espère que le message est passé. En tout cas, ça fait partie des priorités du candidat Ismaël Omar Guelleh, comme d'ailleurs de celui qui est indépendant dans la course à la présidentielle, Zakaria Farah. Ismaël, oui, très rapidement. Je voulais très rapidement, si vous voulez, Richard, conclure là, sur cette émission et dire la chose suivante. Djibouti construit, on se plaint de l'endettement. Vous savez, le fameux chancelier allemand Schmidt disait la chose suivante. Les projets d'aujourd'hui sont les investissements de demain qui sont
les emplois d'après-demain, Merci. dont Merci. Djibouti se construit, si vous voulez, cette structure. Tomo, éditorialiste, Mohamed Ibrahim Hassan, maître de conférence, spécialiste en droit public, Aïcha Abdillahi Ahmed, on l'a vu, spécialiste en transport et port. Merci à vous. Merci. À vous, doyenne par ailleurs de l'IUT à l'Université de Djibouti. C'est donc la fin, mesdames et messieurs, de ce numéro du débrief du débat de la présidentielle. On se donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro du débrief du débat de la présidentielle. Merci à vous. Merci.